Bonjour et bienvenue sur le premier tutoriel concernant les appels d'offres. Et on va voir pour ce premier tuto comment compléter un DC1. C'est parti. Passons sans plus attendre à la lettre de candidature DC1. Donc vous allez voir, c'est un formulaire qui est assez simple à remplir. Le tout, c'est de ne pas faire d'erreur. Sachez que si vous en faites, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas éliminatoire. Donc, je vous ai mis ici un règlement de la consultation. Pourquoi? Parce que c'est ce document qu'il faut prendre, c'est là où vous allez trouver le plus facilement toutes les informations pour compléter le DC1. La première chose qu'on vous demande, vous le voyez ici dans la partie A, c'est l'identification de l'acheteur. Un acheteur, c'est un pouvoir adjudicateur, d'accord? Pouvoir adjudicateur égale acheteur public, pour faire très simple. Donc vous allez indiquer ici que c'est la mairie de Saint-Gratien, puisque c'est indiqué juste là dans le règlement de la consultation. Ensuite, pour l'objet de la consultation, vous voyez, très simple aussi, et ça va être très souvent indiqué en page de garde, on l'a juste là, c'est l'impression des supports de communication de la ville de Saint-Gratien. Donc on va le noter ici. On a déjà fait la partie A et la partie B très rapidement. On passe à la partie C. La partie C, vous avez trois options. Pour le marché public, en cas de non-allotissement, ça veut dire que le marché public n'est pas scindé en lots. Pour tous les lots de la procédure de passation au marché public, ça veut dire que vous répondez à tous les lots de l'appel d'offres. Ou enfin, pour certains lots, ça veut dire que si le marché est alloti, vous ne répondez pas à la totalité des lots, mais vous répondez à un ou plusieurs lots. Dans le cas présent, il n'y a pas d'allotissement. Donc on va cocher la première case juste là. On aurait pu par exemple ici avoir un allotissement du type lot 1 impression de flyer, lot 2 impression grand format, lot 3 impression de bulletins municipaux par exemple. Si on avait répondu à tous les lots, on aurait coché cette case-là. Si on avait répondu par exemple colo 1 et colo numéro 2, on aurait coché cette case-là et on l'aurait indiqué ici. On passe ensuite à la partie D. La partie D, vous allez avoir deux options. Soit vous répondez seul, soit vous répondez en groupement d'entreprises, à savoir avec une autre ou plusieurs autres entreprises. Si vous répondez avec plusieurs autres entreprises, soit vous répondez en groupement conjoint, soit vous répondez en groupement solidaire. La différence entre les deux, mais je ferai une vidéo sur le sujet, groupement conjoint, chacun est responsable de sa prestation. Groupement solidaire, tout le monde est responsable de l'ensemble des prestations de chacun. Et c'est la grande différence qui existe entre, bon, il y en a bien évidemment d'autres, mais ça je vous les expliquerai, mais c'est la grande différence en termes de responsabilité qui existe entre le groupement d'entreprises conjoint et solidaire. Et enfin, si c'est un groupement conjoint, est-ce qu'il y a mandataire ou pas? Attention, ça peut être imposé par l'acheteur. Mais encore une fois, je reviendrai dessus. Donc dans le présent cas, pour ce marché-là, le marché d'impression, on décide d'y répondre seul. Donc on va cocher cette case, on double-clique là-dessus et on coche case activée, OK. Et vous allez indiquer votre nom commercial, pour nous c'est Odessia, votre adresse siège social, donc moi c'est 1 rue de la Tour à Montlignon, votre adresse électronique, dans le cas présent ce serait contact@odessia.fr, mon numéro de téléphone, bon, vous comprendrez que je ne le mettrai pas ici, et mon numéro de tirette que je n'ai pas sous les yeux, donc je l'indique comme ça. La partie E. La partie E, c'est relativement simple. Si vous êtes en groupement d'entreprise, vous allez indiquer dans ce tableau l'ensemble des membres du groupement. D'accord? Avec ici la dénomination, donc le nom commercial, avec tout ce qui est demandé par la suite, et les prestations qui seront exécutées. Étant donné qu'on répond seul, on ne se préoccupe pas, nous dans le cas présent, de la partie E. Donc on passe directement à la partie F. La partie F, ça va être les engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous postulez à des marchés publics, il y a certaines choses qu'il ne faut pas avoir fait. Vous ne devez pas, par exemple, avoir été condamné à un certain type de délit et vous ne devez pas, par exemple, être en redressement judiciaire. C'est ce que disent, par exemple, les articles que vous voyez ici. Donc, comme c'est le cas, parce que vous êtes des bons élèves, vous allez cocher cette case qui est juste là, voilà, ici, et vous allez l'activer. Sur la partie F2, c'est les documents de preuve disponibles en ligne. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une plateforme en ligne à laquelle vous souscrivez, ou ce qu'on appelle un coffre-fort numérique, vous pouvez ici indiquer l'adresse internet et ici indiquer les renseignements nécessaires pour y accéder. Il existe des plateformes type e-attestation où vous pouvez déposer un certain nombre de choses, comme votre CABIS, votre assurance responsabilité professionnelle,
etc., etc. Et dans quel cas, vous pouvez l'indiquer là à l'acheteur. Sur la partie F3, il y a 2 cases qui seront toujours à cocher. C'est le formulaire DC2, et on verra dans une autre formation dans un autre tutoriel, comment remplir ce DC2. Et cette case-là qui sont, en fin de compte, les autres documents qui vous sont demandés par l'acheteur. Et ça, on le voit dans le règlement de la consultation pour la candidature. Si on prend le sommaire, vous allez toujours avoir une partie qui va s'appeler de près ou de loin présentation des candidatures et des offres. Donc moi, je vais cliquer dessus. Et sur la partie 5, vous voyez ici, je vais avoir tout ce qu'on va me demander au niveau de la candidature. C'est noté ici, nécessaire à la sélection des candidatures. Donc la situation juridique, avec est-ce qu'on est en redressement judiciaire ou pas, une déclaration sur l'honneur, un DC1, un DC2, un OTI1, un OTI2, un extrait cabis, et ensuite pas mal d'éléments concernant la capacité, à savoir une attestation d'assurance, des références de service, des listes de moyens techniques, des certificats et une politique de protection de l'environnement. Donc là, je vais cocher cette case-là puisqu'on me demande, en fin de compte, d'autres informations que les informations demandées au sein du DC2. Et ensuite, dans la partie G, nous, on ne va pas la remplir parce que, vous voyez, on n'est pas dans un cas de groupement, mais si vous aviez été, par exemple, en groupement conjoint avec mandataire, eh bien, vous aurez indiqué ici le nom, l'adresse, le numéro de SIRET et le numéro de téléphone du mandataire. Voilà, j'espère avoir été clair pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Surtout qu'en plus de ça, vous avez de la chance, vous avez mon adresse mail ici. Je me ferai un plaisir de vous répondre et vous pouvez me retrouver pour d'autres tutoriels sur d'autres vidéos concernant notamment les groupements d'entreprises dont on a parlé précédemment et comment remplir justement un DC2. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.